Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les principaux titres. Le chef de l'État reçoit son homologue du Niger, Issoufou Mahamadou. Et le chef de l'État condamne l'attentat criminel dirigé contre le palais royal saoudien de Jeddah. Et au Libéria, la première femme présidente d'Afrique va céder sa place. Bonsoir. Le président du Niger, Issoufou Mahamadou, était à Djibouti aujourd'hui pour un bref séjour de travail. Dès son arrivée, le chef de l'État nigérien a été conduit au palais présidentiel où il a été accueilli donc chaleureusement par son homologue djiboutien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État où plusieurs sujets ont été abordés dans l'établissement d'une coopération bilatérale Niger-Djibouti et discuté également de la situation sur la zone de libre-échange continentale dans le cadre de par laquelle, bien sûr, le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, a été désigné, rappelons-le, champion par la conférence de l'Union africaine. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a remercié le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Après leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont tenu donc une réunion bilatérale en présence des membres du gouvernement djiboutien et de la délégation du Niger. Les discussions donc ont essentiellement porté sur les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République du Niger, sur la zone de libre-échange continentale et sur des questions régionales et internationales. Ainsi, les deux parties se sont d'abord félicitées des relations fraternelles qui existent entre les deux pays. Ils ont également exprimé leur volonté et détermination à renforcer ce lien basé entre autres sur le partage des valeurs communes et notamment la culture et la religion. Cette réunion bilatérale a été aussi apportée également sur la question de la ZELEC, la zone de libre-échange continentale, et sur ce point, le chef de l'exécutif djiboutien a tenu donc à féliciter son homologue pour son leadership dans la mise en place de la ZELEC, la zone de libre-échange continentale. En effet, les négociations en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange en Afrique ont été donc lancées en juin 2015 lors du sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Elle est une initiative prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif de la ZELEC est de créer un seul marché continental de biens et de services, d'établir la libre circulation des gens d'affaires et donc d'ouvrir la voie à l'accélération de la mise en place de l'union douanière en 2022 ainsi qu'une communauté économique africaine d'ici 2028. La ZELEC contribuera également à la diversifier et à transformer l'économie africaine, à améliorer l'allocation des ressources, à réduire les prix dans les pays et rendre l'Afrique moins vulnérable aux chocs commerciaux externes. Le président Guelleh a ainsi indiqué à l'occasion de cette rencontre que pour Djibouti, la zone de libre-échange continentale était une suite logique de son appartenance au COMESA. Les deux délégations ont également évoqué la situation au Sahel, le différend djibouto-érythréen, la situation en Somalie et au Yémen ou encore la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le plan international. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, s'est réjoui de sa présence à Djibouti et de l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Il a indiqué que sa présence reflétait l'excellence des liens privilégiés qu'entretiennent les deux pays. Je vous propose de l'écouter. Le Niger et Djibouti partagent la même histoire. Et surtout, il y a un lien fort entre nous, c'est la religion. Puisque les Nigériens sont musulmans à pratiquement 100%, comme Djibouti. Et donc, à travers cette religion, nous avons les mêmes valeurs. Et nous avons la même vision du monde. Nous avons aussi la même vision de l'avenir de l'Afrique. Nous avons engagé un certain nombre de réflexions, comme vous le savez. Et vous êtes d'ailleurs plus ancien que moi dans la fonction. On ne fait que marcher dans vos pas. Vous avez rappelé toutes les réflexions qui ont été faites dans les années 80, le plan d'action de Lagos et tous les autres plans qui ont pour objectif d'accélérer l'intégration de notre continent. Alors, Monsieur le Président, m'avait fait aussi l'honneur, avec nos autres pairs, de me confier
la gestion de cette zone de libre-échange continental. Il y a eu déjà un certain nombre de réunions, une réunion des ministres du Commerce à Niamey. Et cette réunion a convenu que pour la majorité des pays, on peut peut-être mettre en place la zone de libre-échange continental avec un taux d'ouverture de 90%. Il y a 7 pays, dont Djibouti, qui voulaient un taux d'ouverture de 85%. Et comme vous l'avez dit, il y avait deux possibilités, deux solutions qui sont proposées. Et je constate avec plaisir que Djibouti peut travailler sur la deuxième hypothèse avec un taux d'ouverture de 90%, quitte à ce qu'il y ait des périodes d'ajustement, des périodes de transition qui puissent permettre à Djibouti de s'adapter. Compte tenu des investissements importants que vous avez réalisés, vous avez besoin du temps pour les consolider, pour en recueillir les fruits. Donc on peut regarder effectivement la période de transition qui vous conviendrait. Et même s'il y a des produits très sensibles pour Djibouti qui peuvent être exclus de la liste de libéralisation, on peut également regarder cela. Donc comme vous le savez, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui m'a confié, qui m'a désigné comme champion du programme de la zone de libre-échange, avait fixé pour objectif de finaliser le projet de protocole d'ici fin 2017. Et je me réjouis en tout cas de ce que mon grand frère m'a donné un coup de pouce, parce que je comptais vraiment beaucoup sur vous pour m'aider à porter le poids qui a été mis sur mes épaules par les dirigeants africains. Donc, je me félicite de cela. Et pour sa part, le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh a réitéré donc à son homologue nigérien sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux nations sœurs. Nous écoutons le chef de l'État. Nous nous félicitons des relations fraternelles solides avec la République du Niger. Naturellement, nous sommes liés par l'histoire et la culture commune et la religion. Nos deux pays partagent également les valeurs de tolérance, de démocratie et de bonne gouvernance. Nous réitérons notre ferme détermination à renforcer davantage ces relations. Et je voudrais d'abord vous féliciter de votre leadership à la tête du processus de la zone de libre-échange continentale. Et vous remercier de votre engagement sans faille. C'est une question hautement importante pour notre continent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis le sommet de Lagos, nous parlons d'intégration, d'union et d'unité africaine pour pouvoir faire face aux différents défis de ce monde. Je souhaiterais également vous assurer du soutien sans équivoque de mon pays à la création de cette zone, et j'appuie fermement votre proposition de consacrer un sommet extraordinaire à cette question. Excellence, en vue d'atteindre les objectifs d'intégration au sein du COMESA et de la tripartite, mon pays s'est d'ores et déjà engagé dans de lourds investissements pour développer nos infrastructures, comme je vous ai tout à l'heure annoncé. Il s'agit d'une zone industrielle et franche de 48 km² qui va des petites industries de transformation aux infrastructures, aux industries lourdes comme l'acier, le raffinage du pétrole, le gaz naturel, avec des investisseurs étrangers, notamment chinois et turcs et d'autres. Nous pensons que
la zone de libre-échange continentale est la continuation naturelle de notre engagement avec le COMESA et la tripartite. Mais nous engager tout de suite nous semblait un peu trop ardu, car cette action impactait négativement le processus déjà engagé par Djibouti, étant donné que les retombées de ces lourds investissements n'ont pas été capitalisées encore à ce stade. C'est pourquoi Djibouti a, à l'instar de cet autre pays dont tu as parlé tout à l'heure, émis des réserves et préconisé que ces niveaux d'ouverture soient limités à 85%. Toutefois, il me semble que vous avez, chers frères, trouvé une excellente solution en nous proposant deux options. 85% de libéralisation suivant un tableau de démantèlement pendant 13 ans et un délai supplémentaire de 2 ans pour 5%. Ça, c'est la première. La deuxième, une période de grâce de 10 ans, ne rien libéraliser et puis entreprendre la libéralisation à 90% en 2 ans. Je suis heureux de vous dire que Djibouti optera pour la deuxième proposition et se préparera adéquatement à la zone de libre-échange continentale. Et nous avons profité donc de cette visite de travail du président du Niger, Issoufou Mahamadou, pour interroger son ministre des Affaires étrangères durant un point de presse en ce qui concerne la raison de cette visite d'une part et d'autre part de ce qu'il en est concernant la zone de libre-échange continentale. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la mission qui a été confiée au président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou. Il vous souviendra que lors du dernier sommet, les chefs d'État africains lui avaient confié la responsabilité de poursuivre et de finaliser le processus de mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Dans le cadre de cette mission, un certain nombre de réunions ont été organisées, notamment au niveau ministériel, et il s'est trouvé que le schéma de libéralisation des échanges qui a été proposé aux États pour mettre en place cette zone de libre-échange a eu l'adhésion de la plupart des États africains. Il restait quelques États qui avaient émis des réserves sur le schéma et le niveau de démantèlement des dispositifs en vue d'arriver à la mise en place de la zone de libre-échange. Parmi ces États-là, il y a Djibouti qui avait cette réserve sur le niveau de démantèlement. Le président de la République s'est senti en devoir de venir rencontrer son homologue djiboutien pour lui dire de l'aider à réaliser cet objectif important. Nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé, très heureux aussi des paroles fortes du président de la République Djibouti qui a indiqué au président que ce schéma, ce projet est très important pour la communauté et que Djibouti a apporté sa contribution en optant pour l'un des schémas qui avait été proposé par les ministres et qui nous permet aujourd'hui de compter Djibouti parmi les pays qui soutiennent le schéma et qui vont tout faire pour que d'ici la fin de l'année, d'ici précisément janvier 2018, le président de la République du Niger puisse présenter un schéma consensuel de mise en place de la zone de libre-échange en permettant à chaque État, comme c'est le cas de Djibouti, de choisir un schéma qui lui permet d'amortir des investissements importants qu'ils ont faits dans le cadre de l'attractivité du commerce et du développement de l'industrie sur leur territoire. Un dernier mot, il a été nommé champion par l'Union africaine. Ça veut dire quoi? C'est cela. Champion, c'est le chef d'État qui a la responsabilité de conduire au nom de ses pairs et de présenter un rapport devant ses pairs sur la question. Et la zone de libre-échange continentale est l'un des chantiers les plus importants de l'Union africaine. Vous savez qu'au départ, même cette question a été posée comme étant essentielle parce que le principe même de l'organisation, lorsqu'elle était organisation de l'unité africaine, c'est l'intégration. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne nous a éclairé donc sur l'état de lieu en ce qui concerne la zone de libre-échange continentale ainsi que le niveau des relations bilatérales dans tous les domaines entre Djibouti et le Niger. Voici les propos du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de développement de ce processus d'intégration du continent africain qui est bien avancé. Il est question de lancer la zone de libre-échange continentale d'ici début 2018. Il y aura un sommet extraordinaire qui sera consacré au lancement de cette zone de libre-échange continentale. Et je crois que c'est un des piliers
du programme décennal qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les États africains ont éprouvé le besoin de développer le commerce intra-africain. Et pour développer le commerce intra-africain, il était important de se débarrasser d'un certain nombre de barrières tarifaires, douanières et non douanières. Ces barrières freinaient un petit peu le flux des biens et des personnes entre les États africains, et je crois que c'est la condition sine qua non pour pouvoir justement développer ces échanges. Son Excellence le Président Issoufou de la République du Niger est en train de faire le plaidoyer auprès de ses pairs africains sur donc cette zone de libre-échange continentale. Et je crois qu'il est parvenu à ses objectifs à ce jour. Il reste peut-être encore quelques pays qui ont émis des réserves, mais je crois que son plaidoyer, ses efforts sont en train de porter leurs fruits aujourd'hui à Djibouti. La rencontre entre les deux chefs d'État a eu quand même un écho favorable et très positif concernant donc la levée d'un certain nombre de réserves que Djibouti émettait sur la libéralisation à 90% des échanges. Je crois qu'il y a une option qui est proposée, qui est celle d'avoir un délai une période de grâce de 10 ans plus 2 années de transition, et qui permettrait à Djibouti, qui avait souhaité que le niveau de libéralisation des échanges soit de 85%, de passer directement à un niveau de libéralisation de ces échanges à hauteur de 90%. Je crois que les autres pays également, après ces discussions approfondies, pourront également franchir le pas et aller vers ce consensus qui est requis avant le lancement de cette zone de libre-échange continentale. Au-delà de cela, je crois que les relations entre le Niger et Djibouti sont au beau fixe. Nous avons également discuté d'un certain nombre de questions relatives à la paix et à la sécurité dans la région. Et les deux chefs d'État ont réaffirmé les valeurs communes qui, je dirais, motivent l'action commune que les deux pays mènent au niveau du continent et dans leurs régions respectives. Voilà donc, après un bref séjour sur le sol djiboutien, le président du Niger, Issoufou Mahamadou, a quitté finalement le sol djiboutien aujourd'hui en fin d'après-midi, accompagné donc d'une forte délégation. Le chef de l'État nigérien s'est entretenu donc durant son séjour à Djibouti avec son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. À son départ donc sur le tarmac de l'aéroport, il a été salué par le Premier ministre Abdelkader Kamil et les membres du gouvernement djiboutien. Un bref entretien donc avait eu lieu entre le chef de l'État djiboutien et nigérian. Le ministre des Affaires étrangères, donc Mohamed Ali Youssouf, et le ministre du Commerce, Ahmed Hassan, ainsi que le secrétaire général de la présidence, ont salué donc le président nigérien à son départ. Les officiels nigériens accompagnant le président nigérien, dont l'ambassadeur du Niger ont participé donc côté nigérien, et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, le Niger a été désigné, rappelons-le, champion par la conférence de l'Union africaine. Et pour nous en dire plus donc concernant l'économie et le Niger, Ali Abdillahi avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Bonsoir donc, Ahmad. Nous allons nous focaliser, je pense que tout a été dit entre les discussions entre les chefs d'État et les ministres des Affaires étrangères concernant les relations bilatérales et de coopération entre le Niger et Djibouti. Nous allons nous focaliser donc sur un angle précis concernant le Niger. En quoi ce pays intéresse-t-il, Ali, les grandes puissances? Ce pays donc qui est le Niger, qui a comme pour capitale Niamey, est un grand pays riche en minerais et surtout en uranium. Il est le 4e producteur d'uranium au monde, le 3 premiers producteurs donc étant dans l'ordre du Kazakhstan, le Canada et l'Australie, du fait que le pays donc a été placé sous tutelle de la France jusqu'à son indépendance en 1960. Les sociétés françaises ont été les premiers bénéficiaires de ce minerai qui rentre dans le fonctionnement des centrales nucléaires à but donc civil pour produire de l'électricité, mais la fabrication de l'atome nucléaire pour des raisons militaires rentre en ligne compte. L'uranium représente 30% aujourd'hui des ressources d'exportation de ce pays qui est le Niger. Outre les Chinois, des sociétés canadiennes s'intéressent donc à l'extraction de ce minerai stratégique de ce pays, et c'est à partir des années 70 que l'exploitation de l'uranium avait débuté, mais le pays n'a pas donc tiré grand avantage pour son développement économique. Aujourd'hui, on le sait, le prix étant très bas, il est donc contrôlé par la France.
Merci Ali pour toutes ces explications. Également dans l'actualité, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a condamné donc hier l'attaque terroriste et criminelle dirigée donc samedi contre le palais royal de Jeddah, dénommé palais de la paix. Et donc le palais a subi des tirs qui ont entraîné la mort de 2 gardes et celle de l'assaillant lui-même. Et dans un message transmis au roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, gardien des 2 lieux saints, le président de la République a qualifié d'attaque lâche, criminelle et barbare la prise pour cible du palais royal de Jeddah. Cette attaque ne va pas écorner l'image de stabilité et de sécurité intérieure qui prévaut dans le royaume frère et ami d'Arabie Saoudite, a écrit le numéro 1 djiboutien. Djibouti rend hommage au constant déployé donc par le royaume frère et ami d'Arabie Saoudite pour sauvegarder la paix, la stabilité et la sécurité des citoyens et résidents du royaume, a poursuivi le président Guelleh. Puisse le Tout-Puissant mettre en échec les projets subversifs de ceux qui veulent porter atteinte à l'Arabie Saoudite et installer le chaos et l'anarchie, a indiqué le chef de l'État. Il a enfin présenté ses condoléances attristées aux familles, aux proches et aux amis des victimes des terroristes. De ce terrorisme. Donc le chef de l'État a par ailleurs adressé un message de félicitations au président ougandais. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc aujourd'hui, lundi, un message de félicitations à son homologue ougandais, Yoweri Museveni, dans le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a souhaité plein succès et réussite à M. Museveni, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami ougandais. Le président Guelleh a saisi cette occasion pour saluer l'engagement de l'Ouganda en faveur de la sécurité et de la stabilité. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre les 2 pays et nos 2 peuples, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État a également adressé aujourd'hui 2 messages de félicitations qu'il a transmis respectivement au roi d'Espagne, Sa Majesté Felipe VI, et au chef du gouvernement de ce même pays, Mariano Rajoy. Toujours en nouvelle nationale, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin dans son cabinet le directeur régional du FNUAP pour les pays arabes, Louaï Chabana. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au directeur régional du FNUAP qui était accompagné de la représentante du FNUAP à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim. Les discussions ont porté donc sur l'apport des agences du système des Nations Unies qui jouent un rôle important dans le processus de développement économique et social du pays. Autre nouvelle du pays, suite à des opérations de décasement, de construction illégale dans les quartiers dits donc Bouldoro, des individus en situation irrégulière se sont pris aux forces de police. Pire encore, ces mêmes individus ont opéré donc une descente sur la cité Nassib où sont relogés les sinistrés des incendies de Balbala, mettant le feu à la nouvelle école de cette cité, occasionnant ainsi des dégâts importants. Devant cette situation où des citoyens innocents ont été pris à partie et des dégradations de biens publics, le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour annoncer donc que les pouvoirs publics agiront dans ce qui est de leur droit, à mettre lieu à ces agissements d'individus hors la loi et en situation irrégulière. Et dans une déclaration faite à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a indiqué donc dans cette déclaration qu'il s'adressait directement donc à ses chers concitoyens où qu'ils se trouvent sur les territoires. Vous êtes sûrement au courant donc, a-t-il dit, de ce qui s'est passé hier dans le quartier dit Bouldoro. Des individus mal intentionnés ont vandalisé donc l'école primaire de la nouvelle cité Nassib où habitent les sinistrés donc de la cité Nassib donc de la fondation IOG Droit au logement où habitent les sinistrés des incendies de juillet dernier qui ont frappé la commune de Balbala. Nous ne pouvons cautionner, a-t-il indiqué, ce genre de comportement. Les individus donc veulent faire leur propre loi. Plusieurs communautés, a rappelé donc le ministre, cohabitent en République de Djibouti. Le gouvernement djiboutien les a accueillis à bras ouverts. Et par conséquent, il est vital donc de respecter les lois en vigueur et ne pas dégrader les biens publics. Les habitants de ce quartier dit Bouldoro sont pour la plupart des sans-papiers. Ils mettent en
en danger la sécurité du pays et des citoyens habitant également ce même quartier. Et donc les habitants de la cité Nassib ont été donc aidés par les forces de police, sans quoi donc il y aurait eu plusieurs blessés parmi eux. Ces bandits donc ont vandalisé, a rappelé le ministre de l'Intérieur, l'école de la cité Nassib en détruisant des salles de classe et en brûlant les manuels scolaires de l'école et des enfants. Ces vandales, donc, a rappelé le ministre, se sont installés sur le domaine public sans aucune autorisation. Ces parcelles donc, de terrain occupées illégalement devaient accueillir au départ une cité de 2000 logements. C'est dans la feuille de route du gouvernement et les travaux vont débuter incessamment. Et le ministre de l'Intérieur a également exhorté les citoyens djiboutiens habitant la cité Bouldoro de se présenter donc au bureau de la fondation IOG Droit au logement et de présenter leurs papiers d'acte civil et ceux de leurs enfants afin de s'enregistrer et de bénéficier donc de ces nouveaux logements qui seront construits pour eux. Et pour les autres qui ne sont pas donc en règle concernant leurs papiers donc d'acte civil, il leur a demandé de quitter ces espaces occupés donc illégalement sans aucune autorisation. Le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, a présidé une réunion importante avec tous les secrétaires généraux des différents départements ministériels ce lundi. Lors de son discours d'introduction de la réunion, le secrétaire général de la primature a indiqué l'objectif de la réunion qui portait essentiellement sur la question d'économie budgétaire et surtout sur la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques de l'État. Il a indiqué ainsi que la modernisation de l'économie exige nécessairement une réforme appropriée de notre administration publique et la mise en place d'une transformation radicale des mentalités qui demande l'engagement de tout le monde. Et pour finir, il a réitéré donc la nécessité d'une bonne coordination et a indiqué que cette réunion était destinée à créer une dynamique et renforcer l'implication des différents ministères à travers leurs secrétaires généraux. Il a ensuite donné la parole aux différents responsables, ce qui a suscité un échange de discussions et recommandations fructueux. Il a été retenu qu'une réunion de cette plateforme des secrétaires généraux sera organisée une fois tous les 2 mois. Ainsi, les recommandations dégagées seront partagées afin d'améliorer la mise en œuvre des propositions. Ne sera pas un vœu pieux, parce que la volonté politique exprimée au plus haut niveau exige l'obligation de résultats concrets et rapides. Sous la présidence de Mohamed Ali Hamad, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi 9 octobre. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdoun. Ont également pris part à cette réunion les 2 vice-présidents de la représentation nationale, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ainsi que les hauts cadres de l'administration parlementaire. La conférence des présidents s'est penchée sur 5 projets de loi, à savoir le projet de loi portant sur les contrats d'infrastructures stratégiques, le projet de loi portant ratification de l'accord de financement du programme d'électrification durable à Djibouti, le projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre Djibouti et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour le financement additionnel du projet de réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Djibouti et le 4e projet de loi de finances rectificatif de l'État pour l'exercice 2017 et enfin le projet de loi portant ratification de convention de prêt entre Djibouti et la Banque islamique de développement pour le projet de construction et d'équipement de l'hôpital général Pelletier. Le président de l'Assemblée nationale a expliqué que ces différents projets doivent être examinés dans les meilleurs délais. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jama El Maouki, a entamé une tournée régionale qui a débuté par la région d'Obok en compagnie donc du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed, et ce dans le cadre du lancement de la concertation nationale sur la question de la santé qui sera menée donc dans les 5 régions de l'intérieur et dans les 3 communes de la capitale.
Arrivé par voie maritime à la tête d'une importante délégation, le ministre de la Santé et Dr Djamail Moukiye et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région, le président du conseil régional, les élus locaux ainsi que de nombreux représentants de la société civile et des chefs coutumiers de la région de Hayou. Après une pause donc au bureau de la préfecture, le ministre de la Santé et sa délégation sont arrivés sur le lieu de la conférence où l'attendait une foule immense et enthousiaste, au milieu de laquelle le ministre de la Santé et sa délégation se sont donnés à cœur joie au traditionnel bain de foule dans une ambiance de fête, de danse folklorique et de chant. Ce remarquable accueil traduit donc véritablement un sentiment général de satisfaction de la part des Obokois qui ont tenu à exprimer leur gratitude pour tout l'honneur fait à la région d'Obok pour le choix de cette première destination de cette tournée régionale du ministre de la Santé. Acclamé donc par ovation, le ministre de la Santé a rappelé dans son allocution que l'objectif de cette concertation citoyenne consiste à recueillir les besoins, les doléances et les aspirations des acteurs principaux de la société civile obokoise en matière de santé. Répondant à chacune des questions, le ministre de la Santé, Dr Djamail Elmi, a apporté des éclaircissements nécessaires pour expliquer en profondeur les grandes lignes de la politique sanitaire menée donc par le gouvernement visant à l'amélioration optimale du bien-être et de la santé de nos populations partout où ils se trouvent. Et enfin, donc, concluant son intervention, le ministre de la Santé a rappelé que la mission principale de son département répond précisément aux directives transmises du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a rappelé les objectifs de la présente concertation citoyenne qui consiste à recueillir les besoins et les doléances, mais également les ressentis des acteurs principaux de la société civile obokoise en matière de santé. Nous écoutons le ministre. Itobokoi, Laoussei, Kassale, Rakakai, Abouti, Undaneto, Hayushirigo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akelna Matini, Gadagaya. Ana Arsi, Ada, Hinna, Hayurakakai, Amatem. Hayu ke Hayushi Magaliti Yotan. L'objectif de notre déplacement aujourd'hui de la capitale vers Obok est un objectif simple. Comme vous le savez, depuis 1 an et demi que je suis à la tête de ce département, dans lequel le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, m'a confié, nous avons mené plusieurs activités d'entretien, de réhabilitation, de dons de matériel, de renforcement des médecins, des médicaments, mais nous avons voulu aujourd'hui venir pour une chose simple, pour pouvoir rencontrer toutes les couches de la société de la région d'Obok, pour pouvoir discuter, échanger, parler et voir qu'est-ce que le département de la santé doit améliorer. Ce qu'il a fait, nous vous expliquerons ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, nous vous expliquerons nos perspectives, mais nous voudrons un feedback aussi de votre côté, ce qui est de votre devoir à faire, mais aussi ce qu'on doit améliorer. Nous voudrons qu'il y ait un dialogue entre les responsables du ministère de la Santé, à la tête moi, ainsi que mes hauts cadres, et vous, la population. Vous êtes ceux que le président de la République nous a ordonné de servir. Nous sommes vos serviteurs. Dans ce cas-là, en tant que vos serviteurs, nous devons savoir si vous êtes satisfaits du travail que nous faisons ou si on doit améliorer. Si on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que nous aussi nous puissions prendre en compte et améliorer chaque jour ce que nous sommes en train de faire. Mon personnel de la santé sont là, toutes les composantes de la société ou de Obok sont là. Maintenant, le débat sera ouvert. Depuis ma prise au niveau du ministère de la Santé, nous avons essayé de renforcer le plateau technique. Nous avons essayé de renforcer le personnel médical. Mais nous avons essayé de renforcer aussi les médicaments. Il y aura une réhabilitation du système d'assainissement des postes de santé, mais aussi nous avons renforcé les parcs roulants, c'est-à-dire les voitures. Aujourd'hui,
Nous avons même envoyé des voitures à Aleli Dara. Nous avons amené aussi des nouveaux ambulances avec aussi des nouveaux voitures d'équipe mobile. Le département de la santé veut améliorer l'aspect sanitaire de la région de Bok et nous ne ménagerons aucun effort. Nous écouterons vos doléances et en fonction de vos doléances, nous ferons tout ce qui est possible. Et en marge de son déplacement à Obok, le ministre de la Santé s'est entretenu donc hier dans l'après-midi avec l'ensemble des cadres locaux du parti RPP. En effet, c'est en sa qualité de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile que le docteur Djama Elmi a engagé des discussions avec les responsables locaux de son parti autour des perspectives du RPP à l'approche des échéances électorales de 2018. L'objectif de cette rencontre partisane est d'instaurer un cadre de dialogue interne entre les instances dirigeantes et la base du parti à l'image de l'université d'été que le parti RPP a organisé donc au Palais du Peuple récemment. A noté la présence du président de l'annexe d'Obok, Ahmed Ali Hamadou. Le secrétaire national a rappelé le rôle crucial que chacun des cadres locaux dans leur contribution au rayonnement de la politique socio-économique menée par le président de la République pour l'émergence d'une société djiboutienne épanouie et solidaire. Et au cours de cet important échange, le secrétaire national du RPP a noté les doléances des différents intervenants qui ne manquera pas donc de transmettre au comité exécutif du parti. Et avant de clore cette réunion exceptionnelle, le secrétaire national en charge de la société civile et membre du comité exécutif a demandé à tous les cadres locaux d'Obok de poursuivre l'ancrage du RPP dans l'affirmation de sa vocation première qui est celle d'être au service du peuple. Toujours en marge de sa visite à Obok, le ministre de la Santé a procédé en début d'après-midi à la pose de la première pierre pour la maison du petit Jama à Abakari, dont le ministre est le parrain. Rappelant donc que le petit Jama est arrivé au monde le 17 décembre 2016, c'est-à-dire le même jour que la clôture de la caravane médicale à Obok qui a vu le déplacement du ministre de la Santé sans parrain, en présence du préfet et du président du conseil régional de la région. Le ministre a écouté donc les explications de l'entrepreneur en charge de la construction de la future bâtisse qui sera entièrement financée par le ministre en personne. L'entrepreneur a indiqué donc que les travaux de fondation débuteront dès demain et que le petit Jama et ses parents pourront accéder à leur demande dans un délai de 3 mois. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed et la représentante de l'UNICEF, Djanabou Mwande, ont remis aujourd'hui un lot de plusieurs dizaines de milliers de kits scolaires aux directeurs des établissements scolaires de l'enseignement de base. Cette cérémonie s'est déroulée au Kripen. De nombreux officiels du MENFOP et les directeurs des écoles de base ont pris part à la cérémonie. La représentante de l'UNICEF, Djanabou Mwande, a réitéré donc l'engagement de son agence à assurer le droit à l'éducation des enfants. Et pour ce fait, a-t-elle déclaré, l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec l'accompagnement des familles vulnérables à assurer le droit à l'éducation de leurs enfants. Elle a conclu donc ses propos en réitérant l'engagement de l'UNICEF à soutenir les efforts du gouvernement pour assurer à tous les enfants une éducation gratuite, obligatoire et de qualité. Plus généralement, il faut rappeler que ces opérations de distribution de kits scolaires sont devenues une tradition donc depuis plusieurs années. L'UNICEF assure l'octroi de kits aux enfants de première, troisième et 9e année dans le nouveau jargon. Les ménages les plus démunis y trouvent un soulagement de taille en ces périodes de fortes dépenses scolaires. Et vos efforts à faire de l'éducation une priorité en assurant que tous les enfants, indépendamment de leur sexe, de leur origine, du contexte socio-économique ou des circonstances, aient accès à une éducation gratuite, obligatoire et de qualité. C'est aussi une occasion ici pour honorer les enseignants et les enseignantes pour leur dévouement au quotidien auprès des filles et des garçons pour assurer une éducation de qualité et assurer ainsi l'avenir du pays. Excellences, Monsieur le Ministre, je profite de cette opportunité pour réaffirmer l'engagement de l'UNICEF à travailler à vos côtés pour accélérer les efforts visant à faire du système éducatif djiboutien l'un des plus performants de la région et du continent. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé l'intérêt de la distribution de ces matériels scolaires qui vont soulager les bourses des familles démunies pour cette rentrée scolaire. Il a exprimé donc ses sincères remerciements à l'UNICEF pour cette généreuse donation. Nous l'écoutons. Le gouvernement djiboutien ne ménage pas ses efforts justement pour
rendre possible à ce que chaque enfant djiboutien puisse avoir une scolarisation. Et pour cela, à sa tête, la plus haute personnalité du pays, en l'occurrence le président de la République, qui ne ménage donc aucun effort pour non seulement permettre à cet enfant djiboutien d'avoir une école, mais également un enseignement de qualité. Et le ministère qui est donc en charge de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, lui aussi redouble chaque année les efforts pour rendre cette réalité possible. Donc c'est vrai que ce kit scolaire qui paraît à première vue quelque chose de très simple a quand même, si vous voulez, une grande importance dans la scolarisation des enfants, puisque, comme vous le savez bien, et surtout pour les enfants issus de familles pauvres, des familles défavorisées, c'est un poids en moins. On sait que la rentrée scolaire, elle a toutes ses charges. Le fait que déjà ces enfants reçoivent, si vous voulez, un ensemble quand même des matériels de fourniture scolaire, c'est un poids en moins, c'est une difficulté en moins. Et pour cela, aussi bien le gouvernement djiboutien, également l'UNICEF, nous encourageons, nous félicitons pour justement par le fait de venir aux besoins de ces personnes. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, a reçu ce matin dans son cabinet une importante délégation du gouvernement yéménite conduite par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Mohamed Abdelwahid Al-Moutaimi. Le ministre a tout d'abord souhaité la bienvenue à cette délégation yéménite qui comprend également des hommes d'affaires. Donc au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué le renforcement des liens de coopération et les relations fraternelles et historiques entre Djibouti et le Yémen. Le travail et le ministre du Travail de Koweït pour l'envoi de professeurs. Donc nous avons pas mal d'expérience dans ce domaine et voilà donc le peuple yéménite, que nous sommes un peuple ami et frère, qui veulent maintenant s'associer à nous dans le cadre de transfert de la main-d'œuvre djiboutienne, mais également de la main-d'œuvre yéménite vers Djibouti. Nous avons donc décidé qu'un premier draft soit traité par des experts de deux parties et donc une fois que le draft sera finalisé, les deux ministères vont signer et parapher. Donc on a le pays du Yémen, un pays proche, frère, ami. On est prêt à mettre à leur disposition notre expertise. Et enfin, une opération de contrôle des travailleurs étrangers dans les compagnies pétrolières opérant au sein du terminal Horizon a eu lieu donc le 5 octobre dernier. Il faut savoir que le Code du travail prévoit donc des conditions bien claires pour employer des étrangers et c'est afin de faire profiter au maximum djiboutiens les opportunités d'emploi existantes donc sur notre territoire. Une des priorités donc du gouvernement est bien évidemment la lutte contre le chômage. Et le contrôle de ce matin s'inscrit dans cette optique. Et c'est sur ordre de mission du ministre du Travail, Hassan Idriss Samri, que l'opération de contrôle a eu lieu. C'est une activité régulière de l'administration du travail. Existante sur notre territoire. Donc une des priorités du gouvernement est bien évidemment la lutte contre le chômage et le contrôle de ce matin s'inscrit dans cette optique. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Donc nous allons nous rendre au Libéria. C'est une élection présidente est prévue donc demain. Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente d'un pays d'Afrique, va céder sa place. Fardous. Effectivement, donc Ahmed, les Libériens sont appelés dès demain aux urnes pour élire donc le président ou la présidente qui succédera à Ellen Johnson Sirleaf, qui a su mettre donc le pays sur la voie du redressement économique après des années de guerre civile. 20 candidats se présentent, parmi lesquels le vice-président Joseph Boakai du Parti de l'Unité et l'ancien footballeur Georges Weah, sénateur et membre du Congrès pour le changement démocratique, font figure de favoris. Aucun candidat, Ahmed, ne paraît cependant en mesure de l'emporter dès le premier tour. Un second tour devrait être organisé dans un délai d'un mois environ.
Et nous allons nous rendre enfin en Syrie où les combattants djihadistes de l'État islamique risquent d'être totalement déboutés de la ville d'Al-Raqqa, l'un de leurs derniers bastions. Comme vous le dites, donc les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes soutenues par Washington s'approchent de la ville d'Al-Raqqa. Ces forces avaient lancé l'offensive sur la province en fin 2016 et sont parvenues en juin à briser le verrou de son chef-lieu. Ils ont déjà reconquis 90% de l'ancienne capitale de l'État avec l'appui des frappes aériennes de la coalition internationale emmenée par les États-Unis, mais les djihadistes tiennent toujours un dernier bastion dans cette ville. Le combat reste féroce, les djihadistes utilisant des tireurs embusqués et des kamikazes pour entraver l'avancée des forces kurdes. Merci Fardous pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis et merci encore une fois de votre fidélité à notre chaîne et excellente soirée sur Télé Djibouti.